c'est lui qui fait la conférence, mais il y a un petit lever de rideau qu'on a préparé. Pourquoi? Parce que quand on parle de migration, il y a énormément de choses qui viennent à l'esprit, il y a énormément d'informations, et c'est un domaine où on se rend compte que les faits sont souvent mal connus, parce qu'ils sont interprétés, peut-être parfois un peu déformés, et puis les perceptions aussi ne sont pas forcément celles que l'on croit. Quelques points de repère. Au niveau mondial, il y a actuellement 740 millions de personnes déplacées, c'est-à-dire qui ne vivent pas dans leur lieu habituel de vie et qui sont obligés de le quitter pour aller ailleurs. Sur ces 740, il y a 259 millions de personnes qui ont franchi une frontière dans leur déplacement. Vous voyez, la plupart des déplacés restent dans le pays mais vont ailleurs. 259 millions qui ont franchi une frontière pour s'installer durablement dans un autre pays. Là, c'est eux qu'on appelle les migrants, qui ont franchi la frontière. Vous voyez ce que ça représente au niveau mondial, c'est une personne sur 30 qui est dans ce cas-là. Et ce chiffre de une personne sur 30, c'est un chiffre qui est grosso modo constant depuis des années. Donc on a l'impression que les choses évoluent très vite, mais en réalité, ce sont des phénomènes historiques qui n'évoluent pas rapidement d'une année sur l'autre. Parmi ces 259 millions de migrants, il faut savoir que la majorité reste dans son continent d'origine. Et que seulement un gros tiers sont venus du sud vers le nord. La plupart des autres restent à proximité de l'endroit d'où ils viennent. On parle aussi de l'importance du nombre de migrants par rapport à la population. Vous savez quel est le pays qui a le plus de migrants? C'est écrit là. Les Émirats Arabes Unis. 88% de la population sont des migrants. Ensuite, en Europe, c'est le Luxembourg qui est en tête, 44%. Ensuite, le Canada, 20%, l'Allemagne, 14%, le Royaume-Uni, 14% aussi, et la France, 12%. On est au 50e rang mondial. Donc on n'est pas du tout vraiment en tête dans les pays qui ont des migrants chez eux. Et puis contrairement aux idées reçues aussi, sur l'ensemble des migrants dans le monde, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, tout peu de choses près, et l'âge médian c'est 39 ans. C'est pas seulement les jeunes que l'on voit le plus souvent chez nous. Parmi ces 259 millions de migrants, toujours, il y a à peu près 20 millions de réfugiés. Les réfugiés, ce sont des personnes à qui est accordée une protection en raison des risques de persécution qu'ils encourent dans leur pays d'origine. Et là aussi, on se dit, les réfugiés, on en prend beaucoup, etc. Et regardez la petite carte. Les pays qui accueillent le plus de réfugiés, c'est le croissant. Bon voilà. Et ce n'est pas les pays développés. Donc ce sont vraiment les pays de proximité qui accueillent le plus de réfugiés. Nos pays occidentaux, on accueille très peu par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est le nombre de migrants installés dans les pays, mais qui soient arrivés depuis 1 an, ou depuis 10 ans, ou depuis 15 ans, mais ayant toujours leur statut d'étranger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chaque année? Les flux. Au niveau mondial, en 2017, il y a eu une augmentation de 5% du nombre de migrants. On calcule, il y a à peu près un peu moins de 30 millions de migrants nouveaux pendant l'année 2017, une augmentation de 5%. Mais en Europe, ce sont des chiffres qui diminuent très fortement, en particulier les migrants qu'on appelle illégaux, qui sont entrés sans visa. Vous voyez les petites barres à côté. Le nombre de migrants illégaux étant passés par la Méditerranée, toutes les routes de Méditerranée, que ce soit entre Turquie et Grèce, depuis Libye et l'Italie, depuis le Maroc vers l'Espagne, etc. Vous voyez la pointe très importante en 2015, ça c'est la politique allemande d'accueil inconditionnel des migrants, et regardez l'effondrement depuis. Et actuellement, en 2018, chiffre provisoire mais à peu près exact, c'est de l'ordre de 100 000 migrants contre 1 million
se rendre compte aussi de cette évolution. C'est comme si on avait une perception retardée en disant mais on est envahi, il y a eu beaucoup de migrants, mais il y a quelques temps. En Europe, donc, il y a eu près de 4 millions d'immigrations légales, mais dans 2 millions d'Européens, parce qu'un Européen qui va vivre dans un autre pays, c'est un migrant. Aussi. Ils sont comptés dans les statistiques. Et en Europe, le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, c'était 1,2 million en 2016. En France, là ce sont les chiffres officiels du ministère, il y a eu 255 000 titres de séjour accordés en 2018. Ça couvre des réalités très très différentes. Le premier chiffre, c'est pour des raisons familiales. Donc c'est soit du regroupement familial, quelqu'un qui est arrivé, qui a eu statut de réfugié et qui peut faire venir sa famille ensuite, mais c'est aussi un conjoint étranger d'un Français qui vient, éventuellement avec les enfants, etc. Donc c'est effectivement très, très variable comme origine. Deuxième chiffre, ce sont les étudiants, plus de 80 000. Donc ça c'est important, c'est intéressant pour le rayonnement français. Voilà, mais ce sont les deux chiffres les plus importants pour des raisons familiales et pour les étudiants. Et les migrants, ensuite, on trouve les titres de séjour humanitaires. 35 000, c'est essentiellement les statuts de réfugiés et de protection subsidiaire, et puis pour des étrangers malades, des cas comme ça. Et les migrants dits économiques, c'est 32 000, mais ceux qui sont régularisés, c'est ceux qui, en général, sont reconnus comme pouvant apporter à l'économie française. Et les migrants qui n'ont pas de qualification très élevée n'ont pas de titre de séjour. Donc 255 000 titres de séjour, mais pour des raisons très diverses. On estime à 300 000 le nombre de sans-papiers en France. Donc une année de titres de séjour. Et puis, pour là aussi relativiser un peu les choses, le solde migratoire en France, la différence entre les entrées et les sorties, c'est 67 000 personnes seulement. C'est-à-dire 1 pour 1000 habitants. On parle très dans le détail, ce n'est pas l'objet directement de la conférence, mais ça permet d'avoir quelques flashs qui parfois bousculent un peu les idées qu'on peut avoir sur le phénomène. Deuxième point, qui me paraît important, c'est les perceptions pour lesquelles il y a beaucoup de caricatures. On a tendance à dire il y a une majorité de Français contre l'immigration, et puis une minorité pour l'immigration, et puis voilà, c'est comme ça. On va regarder si c'est comme ça. Donc là, je suis parti de 2 études qui ont été faites par l'IFOP en 2016 et en 2017 sur la perception d'immigration. Sur la première petite barre là qu'on voit, on se rend compte que, à gauche, les personnes ouvertes à l'immigration, c'est 30% à peu près de la population française. Les personnes totalement fermées à l'immigration, c'est 17% de la population française. Et entre les deux, les 53%, ils sont partagés entre ouverture et crainte, etc. Il y a des catégories plus fines, mais en gros, les autres, c'est pas brutalement pour ou brutalement contre. C'est des gens qui sont un peu partagés, très souvent entre des craintes et une envie d'être proche des personnes qui souffrent. Au passage, chez les catholiques, vous voyez que c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins d'ouverts systématiques, il y a un peu moins de fermés systématiques. Par contre, dans les ambivalents, il y a beaucoup plus de personnes qui sont quand même plutôt ouvertes que fermées. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir un peu pourquoi les gens ont cette perception-là par rapport aux migrations. Et on s'aperçoit que ce qui influence leur opinion, c'est d'abord la situation économique qu'eux-mêmes perçoivent. Est-ce qu'on est en difficulté économique? Est-ce que j'ai pas d'avenir? Est-ce que mon niveau de vie baisse, etc. Ça influence très fortement.
L'évolution sociale personnelle aussi. Est-ce que j'ai une possibilité d'évoluer socialement, de monter socialement ou pas? Donc ça, c'est un des facteurs qui explique aussi les positions des personnes. Troisième facteur, le sentiment d'une identité qui serait menacée. Avec la mondialisation, on perd ses repères, les valeurs qu'on avait dans son enfance, on les trouve plus, etc. Donc, aussi, c'est un facteur qui explique bien la position des gens par rapport aux migrants. Et comme par hasard, le quatrième, c'est la perception de l'islam, c'est un marqueur important qui a été repéré aussi. Tout ça influe sur les opinions, et on retrouve, pour faire simple, les problématiques soulevées par les gilets jaunes. L'économie, la position sociale, l'identité, où est-ce qu'on est, et puis l'islam, un certain nombre de personnes. Voilà. Et puis, heureusement, il y a encore une autre influence sur la perception, c'est les valeurs personnelles, l'éthique personnelle. Et on s'aperçoit que pour l'essentiel, ce qui explique la position des personnes par rapport aux migrants, ce n'est pas une analyse d'une situation des migrants, en regardant si c'est supportable ou pas supportable, c'est la projection sur les migrants des questions qu'on a dans sa vie courante. Largement développé, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Les perceptions aussi, elles sont très liées à la distance. Dans son âge, c'est très net. Les gens trouvent qu'en France, ça se passe mal, il y a beaucoup trop de migrants, etc. Et par contre, dans la région, le problème est beaucoup moins aigu. Autre élément de proximité, les réfugiés sont considérés assez différemment quand même par les Français. Il y a plus de soucis du réfugié que des migrants en général. Et on se rend compte que c'est parce que les réfugiés ont été rendus proches des Français par des images des médias et par la vue en particulier de familles mises à mal en Syrie ou autre. Et donc, les gens ont pu se projeter un petit peu sur des situations familiales, et du coup, le réfugié, c'est quelqu'un qui est devenu un peu plus proche de nous. Les réfugiés sont beaucoup mieux considérés que les autres. Et puis, heureusement, un autre phénomène, qu'est-ce qui fait évoluer éventuellement la perception des personnes? Première chose, c'est la discussion avec les proches. C'est la parole en face à face. Deuxième chose, c'est des articles ou des émissions qui révèlent des choses sur la réalité de vie des gens. Ce n'est pas sur les grands discours, c'est pas forcément sur ce qui est plus dramatique, mais la réalité des vies des gens chez eux. Et puis, la rencontre avec des réfugiés. Quand ils voient des réfugiés en face à face, j'allais dire, le regard devient différent. Dernière diapo. On a un sentiment de défiance ou de méfiance un peu général. En gros, il y a 55% des Français qui ont une défiance plus ou moins marquée envers le phénomène migratoire. Et en même temps, il y a des engagements. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse qui a été faite en 2016, il y avait 25% des Français qui ont fait quelque chose de positif pour les migrants. C'est déjà pas mal. Et l'année suivante, pour l'année suivante, il y avait 30% qui disaient on va faire quelque chose. Et les gens qui choisissaient de ne pas en faire, 70% avant, et plus que 55% après. Donc il y a une perception qui évolue, avec une volonté d'agir de plus en plus de personnes. Et c'est encore plus marqué pour les catholiques. 50% des catholiques ont fait au moins une action en faveur des migrants, et 14% ont accueilli soit en paroisse, soit chez eux, surtout en paroisse, mais aussi chez eux. Quels sont les motifs de cet engagement pour l'ensemble des Français? Notre responsabilité d'homme, mes convictions religieuses ou ma foi, et puis la compassion, des raisons qui se rattachent à la compassion, avec des pourcentages plus élevés pour les catholiques. Voilà, j'arrête là, ça fait beaucoup de choses en peu de temps qu'on ne peut pas trop développer. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est des phénomènes complexes qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne maîtrise pas très bien, avec des perceptions qui évoluent. Donc, c'est un domaine où on perd facilement les fils. Et donc, on va demander à
de nous éclairer pour essayer de retrouver un fil conducteur. Donc, merci. Un certain nombre de choses qui viennent d'être dites vont me permettre d'aller plus vite sur mes premières diapos. Donc, j'aimerais bien... Voilà. Migrants. Bon, les définitions, hein, c'est la définition de l'ONU. Donc, vous voyez que la catégorie de migrants, elle comprend aussi le prof d'université qui va passer 3 ans à Boston. C'est un migrant pour l'ONU. Hein. Donc, c'est très, très vaste. Et puis, ça peut être le réfugié qui a traversé la Méditerranée sur un rafio. Enfin, vous voyez, c'est une catégorie... Donc, c'est une notion de sociologie et de démographie qu'il ne faut pas confondre avec les enfants de migrants qui sont nés dans le pays d'accueil et qui donc n'ont pas franchi une frontière. Voilà. Alors, les déplacés, ça a été dit tout à l'heure, une personne déplacée a quitté sa région d'origine mais est restée dans le même pays. Les déplacés, ça a été dit aussi, 740 millions dans le monde, mais seulement 70 d'entre eux sont contraints, c'est-à-dire font partie de ceux qui ont quitté leur région pour des raisons climatiques, politiques ou autres. Alors, le chiffre vous a été donné tout à l'heure, je le rappelle, 259 millions, avec le fameux tiers qui vous a été expliqué, c'est le deuxième. Non, pardon, c'est le premier. 95 millions nés dans un pays du Sud vivent dans un pays du Nord. Bon, les catégories Sud-Nord, ça veut dire en gros les pays riches et les pays les plus pauvres. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a 47 millions qui migrent du pays du Nord à un autre pays du Nord, par exemple. Mais l'essentiel, la plus grosse masse, c'est les 99 millions qui sont nés dans un pays pauvre et qui migrent dans un autre pays pauvre, en général voisin. Donc tout ça peut se résumer dans ces 4 flèches qui montrent le phénomène migratoire mondial. Donc voilà, ça a été dit, mais je crois que c'est bon de nous le mettre dans la tête, l'idée d'une invasion des pays riches par les pays pauvres est tout simplement fausse d'un simple point de vue quantitatif. Alors, qui c'est qui migre? Vous connaissez la fameuse formule, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En fait, non, ce n'est pas la misère qui migre. Hein. Pourquoi? Parce que les plus pauvres n'ont pas les moyens de bouger. Ou alors ils bougent sur de courtes distances, soit dans le même pays, soit ils vont dans le pays d'à côté. Pourquoi? Parce que l'aventure migratoire suppose des ressources. En finance, il faut avoir accumulé ou s'être fait confier par le village ou par la famille des ressources. Hein. On voit des chiffres, notamment ce que demandent les passeurs, ou pour ceux qui sont réguliers, les visas, c'est extrêmement cher. En relation, c'est-à-dire, vous êtes frappé de voir le nombre de gens qui veulent aller dans tel pays et pas dans tel autre parce qu'ils y connaissent déjà du monde. Et ça, c'est très important, ça explique le phénomène Calais et le désir d'aller en Angleterre. Et puis en éducation, pour se lancer dans l'aventure migratoire, il faut, si possible, connaître au moins une autre langue que sa langue maternelle. Très souvent, on baragouine un peu d'anglais, un peu d'arabe, un peu de français, enfin, ça dépend. Et puis surtout, il faut savoir manier les smartphones, tout ça. Bon, vous me dites tout le monde maintenant. Les plus pauvres, non. Donc, voilà, toutes les études le montrent, ce n'est pas les plus misérables qui migrent. L'image misérabiliste de la migration nous vient de ceux qui arrivent de manière misérable parce que les politiques qu'on a mises en place sont telles qu'ils sont contraints. Ils choisissent de risquer le passage sur un rafio en Méditerranée, des choses comme ça. Donc les migrants sud-nord viennent des pays aux revenus moyens faibles ou moyens élevés, et pas des pays pauvres. Ça, c'est la Banque mondiale qui l'a établi. Autre statistique peu connue, qui est établie par l'OCDE, qui est un organisme tout à fait respectable, le niveau de qualification des migrants est égal ou supérieur au niveau de la population des pays où ils arrivent. Vous prenez même ne serait-ce qu'un bateau qui s'est échoué sur les plages de Lampedusa, vous avez des médecins, des avocats, des professeurs, alors vous avez aussi des gens qui n'ont pas de qualification, hein, mais je crois que c'est très important de sortir d'une vision misérabiliste. Alors ça pose d'autres problèmes parce qu'on pourrait se dire mais ça appauvrit les pays, c'est la fameuse
l'exode des cerveaux qui pose un problème éthique tout à fait, mais enfin, s'ils ont des raisons de partir, en général, c'est que leurs cerveaux n'ont pas été bien utilisés dans le pays où ils étaient. Par exemple, les migrants des pays subsahariens ont fait des grands fantasmes sur l'invasion future de l'Europe par la population d'Afrique, notamment en raison de la démographie. À l'heure actuelle, 75% des migrants, c'est-à-dire des gens qui quittent leur pays, restent en Afrique, 16% vont en Europe et les autres dans le reste du monde. Alors, pour la France, le chiffre a été donné tout à l'heure, mais là, vous voyez que je donne un chiffre légèrement différent. Pourquoi c'est pas le chiffre de tout à l'heure, c'était 12%. En fait, c'est 9,2% parce que ça dépend si vous comptez comme l'ONU ou comme la France. L'ONU compte comme migrant toute personne qui vit plus d'1 an dans un pays autre que sa naissance, y compris si c'était des fils d'expatriés, de militaires, de diplomates, etc. La France ne les compte pas. Bon, par exemple, quelqu'un qui est né à Rio de Janeiro parce que son père ou ses parents étaient expatriés là-bas, eh bien, et qui revient en France, l'ONU le compte comme migrant, la France ne le compte pas comme migrant. Voilà. Donc ça explique cette petite différence. Alors la notion d'étranger, je crois que c'est important de se rappeler qu'il s'agit d'une notion cette fois juridique et politique. C'est la personne qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel elle vit, et qu'il ne faut surtout pas confondre avec migrants, puisque beaucoup de migrants finissent par acquérir la nationalité du pays où ils vivent et ne sont alors plus étrangers. En France, les étrangers sont 4,42 millions, c'est-à-dire vous voyez beaucoup moins que les migrants. Parce que la différence, ce sont ceux qui sont devenus, donc ça fait qui sont devenus français, 6,4% de la population, les étrangers en France. Alors, qui sont ces 4,42 ? Il y en a 3,76 millions qui sont des migrants. Et vous allez me dire, mais alors les autres, vous devinez, si vous êtes familier. Il ne faut pas les oublier. 660 000 mineurs nés en France, donc qui ne sont pas comptés comme migrants, de parents étrangers et qui ne seront français qu'à 18 ans, voire à 13 ans dans certaines circonstances. C'est quand même important de rappeler qu'il y a 660 000 jeunes qui ont, comme on dit, vocation à devenir français, mais qui n'ont pas la nationalité française pendant leur scolarité et leur adolescence. Tout ça, c'est des chiffres de l'INSEE, hein, c'est pas moi qui les ai trouvés. Bon, le droit d'asile, je passe parce que faut que je traite d'autres sujets, puis ça vous est connu, donc c'est des aspects juridiques, la Convention de Genève de 1951. De toute façon, le PowerPoint se trouve sur l'ordinateur de François et tous ceux qui voudront pour. Donc la définition de demandeur d'asile, peut-être, personne qui a fui son pays et demande à être reconnu comme réfugié dans un autre pays. Je vous signale que, tout à l'heure, il y avait une petite erreur de formulation, ce n'est pas des entrées illégales. Un demandeur d'asile, par définition, il rentre de manière illégale. Or, c'est conforme au droit. Il a le droit de demander l'asile, d'après la Convention de Genève. Il devient illégal si ce droit qu'il a demandé ne lui est pas accordé et qu'il reste. Mais ce n'est pas des faire attention à ne pas les appeler forcément illégaux. Tous ces gens qui traversent la Méditerranée sur des rafiaux ne sont pas illégaux. S'ils viennent pour demander l'asile, c'est conforme au droit international. Voilà. Alors, combien sont-ils? En France, ça c'est les tout derniers chiffres qui sont sortis il y a 8 jours. Ils sont 122 000, c'est-à-dire ça augmente pas mal, ça c'est vrai. Ils sont 50 000 de plus qu'en 2014. Mais en Allemagne, ils sont encore 185 000 alors qu'ils étaient 720 000 en 2016. Donc vous voyez, là, on ne joue pas tout à fait dans les mêmes chiffres qu'avec nos amis allemands. Alors voici quelque chose qui vous rappelle celle qui vous a été donnée tout à l'heure, c'est du même ordre. Le titre, à mon avis, n'est pas bon. Les entrées illégales en Union européenne, disons, les entrées sans visa de gens qui soit rentrent délibérément de manière illégale, soit pour demander l'asile. Et vous voyez encore une fois que je n'arrive pas à comprendre comment les médias n'insistent pas sur la différence entre 2015 et 2018, que vous avez déjà vu tout à l'heure. On a eu une crise de l'asile, c'est vrai, en 2015. Enfin, elle a très peu concerné la France d'ailleurs. Comme vous savez, c'était surtout l'Allemagne. Mais depuis, ça n'est plus du tout le cas. Et d'un point de vue éthique, quand même, il faut se rappeler que les conséquences de nos politiques restrictives, c'est la mort. En 14 ans, 40 000 migrants sont morts aux frontières, dont 22 000 noyés dans la Méditerranée.
De 2014 à 2018, 17 000. Et l'année dernière, environ 1800. Les flux ont beaucoup diminué, mais la proportion de ceux qui se noient a augmenté. Il y en a beaucoup moins qui traversent, mais c'est beaucoup plus risqué. Puis il y a de moins en moins de bateaux pour les secourir, comme vous le savez. Alors en France, voilà les derniers chiffres. Je passe, parce qu'il faut quand même qu'on... Donc vous voyez, qu'on passe. Alors bon, là encore, je vais passer. Hein, vous connaissez les structures, OFPRA et CNDA. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce qui concerne, cette fois-ci, l'accord du statut de réfugié, parce qu'on le demande et quelquefois on l'obtient, Dieu merci quand même, mais souvent les autorités françaises se glorifient d'être le premier pays d'asile en Europe. C'est complètement faux. C'est vrai qu'en ce qui concerne ceux qui arrivent en France pour demander l'asile, on arrive au 2e rang en chiffre absolu, pas en chiffre relatif à la population de la France quand même. Il n'y a que l'Allemagne qui est plus peuplée que nous en Europe. Donc. Mais si vous regardez maintenant à qui on l'accorde, vous prenez 3 ans pour éviter les effets, bon, 2015, 2016, 2017. Les pays de l'Union européenne ont accordé l'asile à 1 million de demandeurs. Mais si on regarde maintenant quels pays, en proportion de leur population, arrivent en tête, c'est la Suède, puis l'Allemagne, et la France arrive en 17e position. La France a accordé 510 accords par million d'habitants sur ces 3 ans. Alors, l'expression sans-papier, vous la connaissez, elle est très journalistique. Il faut quand même savoir qu'elle est inexacte. La formulation exacte, c'est situation de séjour irrégulier. Pourquoi? Parce que la plupart sont entrés sur le territoire comme demandeurs d'asile, ou bien alors avec des papiers en règle, visa touriste, visa étudiant, mais sont restés après l'expiration de la validité de leurs documents. Donc le nombre estimé en France, oui, ça vous a été dit, 300 000, 400 000, c'est évidemment difficile. Mais il faut savoir que beaucoup travaillent, payent des impôts, scolarisent leurs enfants. Il y a environ 30 000, bon, entre 20 et 30 000 éloignements. C'est l'euphémisme utilisé par l'administration. Plutôt qu'expulsion, on dit éloignement. Et sur les 30 000, il y en a 4 ou 5 000 qui sont volontaires. Donc c'est vrai que l'expulsion ne serait pas juste. Et il y aurait environ 30 000 régularisations de sans-papiers chaque année. Donc le stock bouge, vous voyez, 60 000, mais on reste autour de 300 à 400 000 parce qu'il se renouvelle, bien sûr. Autre série de chiffres qui peut doucher notre orgueil national, où sont les réfugiés syriens? En Turquie, 3,5 millions, au Liban, 1,8, et je vous rappelle que le Liban, hors réfugiés, ça fait 3 millions d'habitants. En Jordanie, 670 000, en Allemagne, 500 000, en Irak, 250 000, en Égypte, 130 000, en France, 17 000. Voilà, cette courbe, peut-être difficile à lire, c'est le nombre de statuts de réfugiés accordés par la France sur 50 ans. Ça, c'est 1958. Vous voyez qu'on retrouve aujourd'hui, à peu près, après bien des fluctuations, des chiffres de la fin des années 50. Donc, quand on dit que... Enfin, voilà, c'est bon de relativiser par l'histoire un certain nombre de choses qu'on nous présente comme des phénomènes uniquement contemporains. Droit du sang, droit du sol, je passe aussi parce que je voudrais arriver à ma partie plus ecclésiale et spirituelle. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de personnes dans le monde politique voudraient remettre en cause le droit du sol. C'est-à-dire ces 660 000 dont je parlais tout à l'heure, qui vont devenir français de droit à 18 ans, beaucoup pensent que... Enfin, beaucoup, non, j'espère qu'ils ne sont pas majoritaires, mais on entend des personnes à l'extrême droite demander qu'on revienne dessus. Alors, la notion de solde migratoire, là aussi, je crois que c'est très important. On n'en parle pas suffisamment dans les médias quand on vous donne des chiffres. On vous dit toujours les chiffres de l'arrivée et pas ceux des départs. Donc la notion de solde migratoire est une notion absolument fondamentale en démographie. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. La population d'un pays, entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année,
comment elle se modifie? Eh bien, c'est l'addition de deux soldes. Le solde naturel, les naissances moins les décès, pour la France, 198 000 en 2016. Il est en train de commencer à baisser, semble-t-il, très légèrement. On va voir si cette tendance se confirme. Et le solde migratoire, entrée moins sortie, donc on vous a dit tout à l'heure 67 000. C'est très important, ça vous paraît peut-être pas très important, mais il faut savoir que la France est le seul pays d'Europe où le solde migratoire est nettement en dessous du solde naturel. Vous avez beaucoup de pays d'Europe maintenant où le solde naturel est négatif. Et la seule raison pour laquelle ces pays ne diminuent pas en population, c'est à cause de l'immigration, à cause du solde migratoire. Ce n'est pas le cas de la France et de loin, ce qui explique les problèmes aussi de rapport à l'immigration. Ce ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. En Allemagne, non seulement on en a accueilli beaucoup en 2015, comme vous savez, mais il y a un mois, c'était dans la presse, le patronat allemand s'est réuni pour faire une pression sur le gouvernement pour accueillir davantage, parce qu'ils n'arrivent pas à remplir les postes de leur industrie, tout simplement. Donc là, la situation française est très différente. Il ne faut pas généraliser, il faut s'habituer à raisonner pays par pays. J'y viendrai tout à l'heure. L'histoire de la France vis-à-vis de la migration est très différente de celle de nos voisins. Voilà le solde migratoire de la France. Vous voyez, il varie. Il a monté à 120 000 en 2007, il est descendu à 40 000 en 2015, et il est autour de 67 000. Il faut savoir que le solde migratoire de la France est en pourcentage, je dis bien en pourcentage, le plus faible de tous les grands pays européens. Donc c'est la France qui accueille le moins de migrants de tous les pays d'Europe. Il est vrai cependant qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que beaucoup de jeunes Français s'expatrient, et donc ce solde est la résultante de deux soldes. Le solde des personnes nées en France, donc non migrantes, qui est négatif, 110 000 par an. On dit que Londres est la 4e ville française. Bon, est-ce que ce sera encore le cas après le Brexit? J'en sais rien. Et celui des migrants, qui lui est positif, effectivement, c'est donc 170 000. Alors, bon, ça vous a été donné tout à l'heure, je passe. En revanche, je trouve qu'une vision historique de 1950, malheureusement, ça s'arrête à 2010, je n'ai pas réussi à trouver. C'est le site de l'INED, ça, c'est les travaux. Pour voir comme les histoires migrantes sont très différentes d'un pays à l'autre. Là, vous avez en bleu le solde naturel, qui était relativement fort dans les années 50, qui continue à être fort en France, enfin, d'une part, parce que les naissances sont très bonnes, enfin, sont moins mauvaises que dans les autres pays, et puis surtout l'allongement de la santé, l'allongement de la vie. Mais regardez l'histoire de l'Espagne, où vous aviez des soldes naturels considérables dans les années 60, 65, qui devient négatif, enfin qui devient proche de zéro en l'an 2000, qui remonte très légèrement. L'Espagne est donc un pays qui se dépeuplerait s'il n'y avait pas cette énorme vague de migration de 2000 à 2010. Depuis la crise, ça s'est redescendu. Mais vous voyez, l'Espagne, auparavant, envoyait du monde ailleurs. Vous voyez, le solde migratoire est négatif jusqu'en 90. Bon, vous voyez l'Allemagne unifiée, encore une autre histoire. Oui, merci. L'Allemagne unifiée, vous voyez, le solde naturel négatif, donc l'Allemagne perd de la population si elle n'avait pas la migration. Et vous voyez, la taille des colonnes n'a rien à voir avec celle qu'on a connue en France. On est vraiment dans un autre... voilà. Et voici l'Union européenne. Bon, je passe vite pour pouvoir arriver à d'autres parties de mon exposé, mais je crois que c'est important d'avoir ça. Moi, j'insiste beaucoup pour qu'on n'oublie jamais les questions démographiques quand on parle d'immigration, parce que c'est sûr que quand on a un pays où il y a 1,9 enfants par femme, et un autre pays où il y a 1,2 ou 1,3, comme en Italie du Nord, eh bien, c'est quand même pas la même manière de penser à l'avenir des retraites, des emplois, ou tout simplement de la figure de la population. Et maintenant, on commence une autre histoire. Vous voyez, je ne vous parle plus de la population étrangère, mais de la population d'origine étrangère. Pourquoi? Parce que là, on va être justement dans l'inverse de nos voisins. La France est un pays de vieille immigration, dès le milieu du XIXe siècle. Presque tous les pays d'Europe ont vu partir leurs citoyens pour divers pays du monde. L'Amérique a été peuplée d'Anglais, d'Irlandais, de Suédois, d'Allemands.
l'Amérique du Sud, de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens, bon, Bergoglio en Argentine, etc. La France recevait beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, etc. Donc, tous les pays d'Europe ont envoyé leur population peuplée de vastes, bon, l'Australie, etc., vastes régions du monde, au moment où la France ne le faisait pas. Voilà, la France faisait l'inverse, elle en accueillait beaucoup et en envoyait peu. La France n'a eu qu'une seule colonie de peuplement, c'était l'Algérie, mais il n'y a pas de grande diaspora française à travers le monde comme les autres pays. Alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui, alors est-ce que c'était par générosité? Non, c'est parce que les industriels et surtout les militaires à la fin du XIXe siècle se sont inquiétés de la mauvaise démographie française comparée aux voisins et ont encouragé l'accueil et même la naturalisation assez rapide de tous ceux qui arrivaient pour remplir les usines, les casernes. On avait perdu la guerre de 70, disait-on, à cause de ces différentiels de démographie entre la France et la Prusse. Il fallait préparer la suivante, c'était un facteur important. Et donc on a beaucoup naturalisé. Aujourd'hui, un Français sur 4, bon le chiffre est plutôt 22,5%, a au moins un de ses grands-parents qui est né étranger. Et 1 sur 3 si l'on considère les 8 arrière-grands-parents. Et aucun autre pays d'Europe n'approche même de loin de telles proportions. Alors, petit clin d'œil, est-ce que quand on parle d'identité de la France, c'est ça? En tout cas, c'est ça qui nous distingue de nos voisins. Imaginez la situation d'un pays comme le Portugal qui a passé un siècle à envoyer sa population ailleurs, y compris en France. Si on n'avait pas les Portugais en France, ne serait-ce que dans nos églises, par exemple. Bon, et puis qui en 75, non seulement on n'en envoie plus, mais voit arriver des Ukrainiens, des Turcs et autre chose, au point qu'il y avait un journal en ukrainien à Lisbonne. Et tout ça, en quelques années, ça s'est fait dans les années 70-80. C'est des chocs culturels bien plus importants que la France, qui, elle, a eu un siècle et demi, a arrêté en gros d'accueillir, massivement, très important, en 75, 74 exactement, et c'est n'accueille depuis qu'au compte-gouttes, comme je vous l'ai montré. Donc aujourd'hui c'est l'inverse, la plupart des pays d'Europe en déficit démographique s'ouvrent à la migration, alors avec le frein des idéologies d'extrême droite qui font que même quand c'est l'intérêt du pays, ils ne le font pas. Le cas typique est ensuite la Russie qui perd de la population mais qui est tellement xénophobe qu'il ne s'ouvre pas à la migration, ou la Tchéquie, ou la Hongrie. La France, en raison de sa bonne démographie, a moins besoin de nouveaux migrants que ses voisins. Et cela pourrait changer, et cela a commencé à changer. Comme vous savez, depuis 2 ans, on constate avoir, c'est encore très léger comme tendance, une baisse des naissances. De tous les grands pays d'Europe, la France est celui qui accueille le moins de migrants en proportion de sa population. Son solde migratoire est le plus faible des grands pays de l'Union. Alors vous allez me dire, mais alors tout va bien, comment ça se fait qu'il y a des problèmes dans nos banlieues et tout et tout? Eh bien voilà, mais le problème c'est qu'ils sont finalement pas si nombreux que ça, mais très concentrés. Et le problème, oui, la source des difficultés, parce que c'est aussi une source de richesse. Oui, j'ai oublié de me présenter au début, j'habite depuis 14 ans dans une cité HLM de Saint-Denis, dans le 9-3. Donc tout ce que je vous dis, pour moi, c'est pas de la théorie, ça c'est aussi du quotidien. Bon, regardez. En Île-de-France, il y a 17,9% de migrants. Je vous rappelle que le chiffre pour la France entière, c'est 9,2% d'après les statistiques françaises, ou 12% d'après l'ONU. Le département du 9-3, 28%. La ville de Saint-Denis, 37%. La ville voisine de La Courneuve, 42,4%. Bon. Alors, je prends un autre exemple. Cette fois-ci, l'apparence physique. Parce que c'est un des grands thèmes des journaux d'extrême droite, de se promener avec des pareilles photos dans les rues de Saint-Denis et dire finalement on ne voit plus de blancs. En un sens, ils n'ont pas tort, mais vous prenez les migrants, les enfants de migrants et les Français d'outre-mer, à ne pas oublier, qui sont très nombreux à Saint-Denis, surtout antillais, mais qui sont très français, et même plus français que Nice et la Savoie, comme vous savez, 10 ans de plus. Eh bien, ceux-là, avec ça, vous arrivez à 75% des habitants de Saint-Denis. Donc vous vous baladez dans la rue, c'est vrai, effectivement, vous avez 75% qui n'ont pas le look gaulois, comme on dit.
Moi, ça ne me dérange pas, j'y suis très heureux, j'y habite, mais vous voyez qu'il y a un problème quand même de répartition, quoi. Et on ne va pas dire qu'on les a concentrés là exprès, c'est des questions économiques, c'est pas du communautarisme, à la différence de certains autres pays ou certaines autres villes, il n'y a pas de quartier arabe ou de quartier chinois ou de quartier tamoul, c'est très mélangé, heureusement. Mais évidemment, les problèmes d'intégration à ce moment-là se posent difficilement. Quand vous avez des enfants qui font tout leur primaire pratiquement dans des classes où ils ne sont qu'entre enfants de migrants, comment voulez-vous leur reprocher qu'ils se sentent moins citoyens, moins français que s'ils avaient eu ne serait-ce que 20 ou 30%. Voilà. Là, il y a un véritable problème. Donc je passe sur les questions d'intégration parce que, encore une fois, alors j'en viens à une distinction éclairante proposée par Dominique Schnapper. Dominique Schnapper est une des grandes expertes en France sur les questions d'intégration. C'est la fille de Raymond Aron, pour ceux à qui ça dit quelque chose, donc c'est pas, elle se situe plutôt dans les courants républicains rudes, mais elle a fait dans la revue Études et aux Semaines sociales de France une analyse qui me paraît extrêmement importante pour comprendre les questions et les difficultés d'intégration. Elle distingue deux types d'intégration. L'intégration culturelle, qu'elle définit comme l'adoption des modèles culturels de la société d'installation, liberté, égalité, fraternité, laïcité, enfin voilà. Et l'intégration structurelle, participation aux différentes instances de la vie collective, en particulier au marché du travail. Et d'après elle, l'intégration culturelle a été en France toujours plus rapide et plus facile que l'intégration structurelle. De cet écart entre l'une et l'autre naissent les frustrations des individus et leur ressentiment à l'égard de l'ordre social. Voilà des gamins puis des ados à qui on a à l'école, car l'école fait son travail d'intégration beaucoup mieux qu'on ne le dit parfois dans une presse un peu rapide. Évidemment, il peut y avoir des microclimats très difficiles, je ne veux pas le nier, hein. Mais dans l'ensemble, ces gamins ont appris à l'école liberté, égalité, fraternité, démocratie, laïcité. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous frères, et ils arrivent sur le marché du travail, et ils savent que, parce qu'il a une mauvaise adresse et un mauvais prénom, il aura 6 fois moins de chances à CV égal d'obtenir un entretien pour embauche que son copain qui s'appelle Paul et qui habite un autre quartier. Voilà. Bon, ça, c'est quand même... Alors, est-ce que c'est lui qui ne veut pas s'intégrer ou c'est la société française qui n'intègre pas? Autrement dit, l'intégration, c'est un mouvement mutuel, réciproque. Il faut que les personnes venant de cultures différentes s'adaptent, mais il faut aussi que la société cesse les discriminations. Il y a des efforts, hein, heureusement, mais enfin quand même on en est encore loin, et toutes les questions du contrôle aux faciès ou de choses comme ça sont évidemment assez douloureuses. Voilà, je passe un peu. Donc, voilà Dominique Schnapper, qui n'est pas une gauchiste, je vous le rappelle, c'est moins les caractéristiques des migrants qui sont en jeu que celles de la société dans laquelle ils doivent s'intégrer. Ou encore un ancien membre de l'UMP, le problème, ce n'est pas l'émigration, c'est la concentration, c'est la ghettoisation de certains quartiers qui donne le sentiment d'exclusion à ceux qui y habitent. Et alors quand on fait des efforts de mixité pour que les migrants, les plus pauvres n'habitent pas toujours les mêmes quartiers, on va essayer de les implanter dans des beaux quartiers et tout de suite vous avez des pétitions qui circulent, on n'en veut pas chez nous, c'est l'insécurité, ils vont apporter je ne sais pas trop quoi. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de pratiquants parmi ceux qui promeuvent ou signent ces pétitions. Voilà, les points en débat. Bon, il y a la question de l'islam, je crois que ça vaut le coup de s'attarder là-dessus, parce que ça a été signalé tout à l'heure, c'est un des gros points de résistance, enfin de peur, ou de... Voilà. Alors, les problèmes, vous les connaissez. Quelles différences sont compatibles avec le vivre ensemble? Voile ou pas dans l'espace public? Bon, le voile n'est pas permis pour les mineurs, donc à l'école et au lycée. Il l'est à l'université. Moi, je suis à l'université de Saint-Denis. Une étudiante musulmane sur 4 ou sur 5 porte un voile. C'est pas le burqa, bien sûr. C'est des voiles souvent d'ailleurs assez élégants, mais bon. Et certains programmes d'extrême droite propose qu'on interdise le voile dans l'entreprise.
Bon, la question de l'alimentation dans les collectivités, l'armée semble l'avoir bien mieux résolue que bien d'autres, avec une forte proportion de musulmans maintenant parmi les militaires. Il y a tout à fait, enfin, ce serait intéressant d'interviewer les aumôniers militaires s'il y en a par là, ça se passe bien concernant l'alimentation. Bon, alors la question du chiffre, ça c'est important aussi, peut-être que vous êtes au courant, mais il y a tellement de fantasmes qui courent dans certaines presses que c'est important de savoir combien de musulmans. Mais avant de regarder la réponse, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Si on vous demande, il y a combien de catholiques en France? Qu'est-ce que vous allez répondre? Ceux qui, dans un sondage, répondent « je suis catholique » ou ceux qui vont à la messe au moins une fois par mois? Car les sociologues, maintenant, ils disent pas tous les dimanches, ils comptent ceux qui y vont au moins une fois par mois. Bon, dans un cas, vous avez 60%, je crois, de gens qui encore aujourd'hui se déclarent catholiques quand on les interroge. Dans l'autre cas, je crois qu'on tourne autour de 4 ou 5%, enfin ça dépend des régions, peut-être 7, 8, selon... Bon. Alors, qu'est-ce que vous comptez? Alors, cette différence, c'est plus qu'une différence, c'est un gouffre entre le chiffre des sociologues et le chiffre des croyants, qui sont suffisamment croyants pour prier, aller à la messe, etc. Ben, c'est le résultat du processus de ce qu'on appelle la sécularisation. Mais ils travaillent aussi chez les populations d'origine musulmane. Pas dans les mêmes proportions, bien sûr, parce que ça a commencé pour eux avec un siècle de retard sur nous. Mais vous avez en France, vous pouvez compter les populations venant de pays de culture musulmane. On a des estimations qui ne sont pas trop... Mais ensuite, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des gens qui vont à la mosquée, qui prient, et qui sont prêts à soutenir des causes idéologiques marquées par la religion. Donc, d'après le ministère de l'Intérieur, vivent en France entre 5 et 6 millions de personnes originaires de pays musulmans. Le même ministère déclare qu'un tiers de ces personnes se disent croyants et pratiquants. Et c'est un chiffre confirmé par les sondages. Il y a donc en France entre 5 et 6 millions de personnes de culture musulmane, mais 2 millions de musulmans croyants et pratiquants, et puis entre les 2 et 5-6, eh bien, des tas de gens qui sont musulmans, comme beaucoup de Français sont catholiques, c'est-à-dire ils vont à la messe de Noël, et ils entrent dans une église s'il y a le mariage d'un cousin, ils vont au baptême de... Voilà, ce genre de... Il ne faut pas s'habituer à parler en termes de pratiquants, non pratiquants. Il y a tout un éventail qui est d'ailleurs pris en compte par la pastorale du côté de l'Église catholique. Je ne sais pas s'il y a des efforts similaires du côté musulman, mais je crois que c'est important d'avoir ces chiffres en tête pour éviter de fantasmer sur, je ne sais pas quel romancier qui parle de la France qui deviendrait musulmane dans 30 ou 40 ans. Enfin, c'est complètement aberrant. Bon, parmi eux, 100 à 150 000 convertis. Et c'est un problème. D'abord, ça pose un problème sur notre propre pastoral vis-à-vis des jeunes qui sont en contact avec les musulmans, parce qu'ils sont souvent convertis par des relations d'amitié, de voisinage, etc. Et puis ça pose un problème parce que ce sont souvent parmi ceux-là que vont se recruter un certain nombre de radicalisés. On estime qu'entre un quart et un tiers de ceux qui posent problème du point de vue de la sécurité nationale sont des convertis. Alors j'en viens à proposer quelques points de repère pour une évaluation éthique et spirituelle. En tant que chrétien, bien sûr, il faudrait pouvoir passer 1 heure dans la Bible, peut-être même plus, mais au minimum. Mais je crois que c'est important de se rappeler que le père des croyants était un araméen errant. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. C'est absolument fondamental. Bon. Ce qui est très important à travers l'Ancien Testament, enfin le Premier Testament, c'est que l'ordre d'invitation ou même la loi de Dieu de respecter l'étranger et même de l'aimer n'est jamais présenté comme quelque chose de purement, comment dire, arbitraire. Tu aimeras l'étranger parce que je l'ai dit. Non. Vous connaissez la vie de l'étranger puisque vous avez vous-même résidé comme étranger dans le pays d'Égypte. C'est toujours renvoyé à une expérience. Vous avez été étranger, donc vous savez ce que c'est. Je crois que la capacité de s'identifier, de se mettre à la place de l'autre est absolument fondamentale dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau on le verra, mais aussi aujourd'hui dans toutes nos expériences. Plus on a de capacité de comprendre, parce qu'on l'a vécu soi-même, la condition d'étranger, plus on est
ouvert à la possibilité d'accueillir, de fraterniser, etc. Voilà. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. J'en viens à l'Évangile, bien sûr. Je m'excuse d'être un peu rapide, mais je voudrais arriver à l'Église contemporaine, qui s'enracine bien sûr dans l'Évangile et dans la Bible. On évoquait tout à l'heure Monseigneur Claude Rau, évêque de la Gouatte. Il commentait ainsi la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, ça consiste précisément à ne pas définir à l'avance qui est mon prochain. Je n'ai pas à me dire, tiens, j'ai un peu de temps, j'ai un peu d'argent, etc. À qui je vais pouvoir faire du bien? Ça, c'est la manière dont on pense spontanément, ça n'a rien à voir avec la manière dont Jésus nous présente la chose. Il s'agit de s'approcher de celui qui a besoin de nous, de se rendre proche. Vous connaissez suffisamment cette parabole pour que je ne la rappelle pas ici, mais à la fin, Jésus n'a pas répondu à la question du type au début qui voulait savoir qui est mon prochain. Ben non, il n'y a pas la bonne réponse. La réponse c'est de qui dois-tu t'approcher pour devenir son prochain? Voilà. Le prochain dans l'Évangile n'est pas celui que l'on choisit, mais celui qui nous arrive et dont nous devenons proches. Voilà. Ou encore Jean-Paul II, l'Église se sent le devoir d'être proche, comme le bon samaritain, du clandestin, du réfugié, icône contemporaine du voyageur dépouillé, roué de coups, et abandonné sur la route de Jéricho. Il y a évidemment au cœur de l'Évangile cette phrase que je pense beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux pour qui la fréquentation de l'Évangile va avec la fréquentation de l'autre, cette phrase de Matthieu, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». On est tellement habitué qu'on se rend, je trouve qu'on risque de ne pas se rappeler la force de cette affirmation. Accueillir l'étranger, ce n'est pas simplement un devoir moral ou un devoir juridique ou humanitaire. Pour un chrétien, c'est une expérience spirituelle. C'est une manière d'accueillir le Seigneur dans sa vie. D'où l'importance de relire sa pratique de rencontre et d'accueil et de la relier à l'Évangile. Voilà, venons-en. Bon, il faudrait parler aussi du débat de la primitive Église. Enfin, j'en dis quand même un mot, même si ça ne correspond pas à ce que vous avez sous les yeux, mais c'est important de savoir se rappeler que très vite après la Pentecôte, il y a eu un vif débat parmi les premiers chrétiens, non pas pour savoir si on accueillait des païens dans l'Église, dans ce qu'on n'appelait pas encore l'Église, disons dans la communauté des croyants. Ce débat avait été tranché par l'Esprit Saint lui-même, qui était tombé sur les païens, donc vraiment, ça nous est raconté après. Mais la question était de savoir si, ok, on les accueille, mais est-ce qu'on leur demande de devenir comme nous? Notamment la circoncision, les interdits alimentaires, etc. Bon, eh bien, le débat a été tranché dans ce qu'on a appelé après coup le Concile de Jérusalem. On les accepte et on ne leur impose pas, notamment la circoncision. Donc c'est l'idée qu'il y a une universalité de l'Église, mais pas une uniformité. Je crois que ça c'est extrêmement important. Bon. Je passe pour arriver à ce que dit l'Église aujourd'hui. La première chose à mettre bien en place, c'est d'être capable de répondre à l'objection qui nous est faite et qui vous a peut-être traversé l'esprit. Mais pourquoi l'Église s'occupe de ça? C'est quand même politique, cette histoire-là. Alors là-dessus, il faut lire ce texte du Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, qui écrit ceci. Donc il est juste que l'Église puisse prêcher la foi avec une authentique liberté, enseigner sa doctrine sur la société, accomplir sans entrave sa mission parmi les hommes, ok, et puis porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Autrement dit, il s'agit bien d'un jugement moral. L'Église ne porte pas un jugement politique directement, mais elle ne s'interdit pas de porter du jugement moral du fait que c'est une question politiquement sensible. Voilà. Et quand est-ce qu'elle doit le faire? Quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Je trouve très important que le Concile ait mis dans la même phrase et sur le même plan les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. Ça fait partie du boulot de l'Église, de défendre les droits fondamentaux de la personne.
si nous croyons vraiment que Jésus s'est fait homme, tout ce qui arrive à l'homme nous touche de près. Et donc, défendre les droits fondamentaux de la personne, c'est du même degré d'urgence que le salut des âmes. Alors, par quels moyens doit-elle faire ça? Voici la fin de la citation. En utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l'Évangile, et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. Donc cette petite citation de Gaudium et Spes, je pense, ne concerne pas directement la question des migrants, mais toute intervention de l'Église avec autorité dans un débat public où elle a à faire valoir des arguments moraux, il faut évidemment que ce soit par des moyens conformes à l'Évangile, donc rien à voir avec la corruption, avec la ruse, avec la violence, etc. Alors, le premier point de l'enseignement de l'Église, eh bien, là c'est moi qui mets un peu d'ordre, hein, parce qu'on le trouve surtout dans les quelques passages des encycliques, et puis dans les messages, justement, du mois de janvier des papes, depuis qu'il y a la journée mondiale des migrants en janvier, qui va passer en septembre. Donc là, vous voyez une citation du message de 2014. Première chose, traiter les causes. Avant d'affirmer le droit des étrangers à être accueillis, il faut commencer par faire respecter le droit de ne pas être obligé de partir. Voilà. Le droit de ne pas avoir à migrer. Je vous rappelle que c'est quand même un droit qui est largement respecté, puisque seulement 3,4% de la population mondiale habite dans un pays autre que celui de sa naissance. Donc, mais enfin quand même, chaque pays doit créer de meilleures conditions économiques et sociales, de sorte que l'immigration ne soit pas l'unique option pour celui qui cherche paix, justice, sécurité. Créer des possibilités d'embauche dans les économies locales et qui évitera en outre la séparation des familles, garantira les conditions de stabilité et de sérénité à chacun et aux collectivités. Donc ça, je ne le rappellerai plus, mais je crois que chaque fois il faut le rappeler, le devoir premier. Alors évidemment, ce n'est pas à nous de faire en sorte que les gens n'aient plus envie de quitter la Côte d'Ivoire ou l'Érythrée, hein, ça dépend pas. Mais c'est important de savoir que ce serait quand même ça la priorité si on pouvait le faire. Alors, ensuite, l'Église distingue le cas des migrations, enfin oui, des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Et voici comment le catéchisme de l'Église catholique, en l'article 2241, le formule. Les nations mieux pourvues sont tenues, c'est fort, d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Si vous supprimez l'expression « et des ressources vitales » que j'ai mis en gras italique, vous avez tout simplement le droit d'asile tel qu'il est défini par le droit international, l'étranger en quête de sécurité. L'originalité de l'Église, c'est qu'elle a rajouté « et des ressources vitales ». Or, ça n'est pas dans le droit international. Le droit international ne reconnaît comme un droit d'être accueilli quelque part que ceux pour qui c'est une question de vie ou de mort, enfin, ou de sécurité, de torture, etc. Pour l'Église, que vous soyez poussé à partir par la misère, on a vu qu'heureusement, quantitativement, c'est pas le cas le plus fin, par la misère ou par des attentats terroristes, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, ça vous donne le droit d'être accueilli. Pourquoi? Alors ça, c'est l'occasion de rappeler ou de vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas, qu'il existe un principe tout à fait fondamental de la doctrine sociale de l'Église qu'on appelle la destination universelle des biens. Je crois que je l'ai mis ici. Voilà. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, de sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Gaudium et Spes 69. Ceci ne fait que résumer un enseignement de l'Église qu'on trouve dès les pères de l'Église, Thomas d'Aquin, tous les moralistes. Si quelqu'un ne trouve pas sur la terre de quoi vivre et de quoi vivre dignement, c'est contraire au plan de Dieu, c'est quelque chose auquel il faut remédier. Et donc, si quelqu'un ne trouve pas chez lui de quoi vivre, pas simplement survivre, mais de quoi vivre, et de quoi vivre dignement, eh bien, il a le droit d'aller le chercher ailleurs. C'est un droit, ce n'est pas une faveur. C'est pour ça que le catéchisme ne met pas seulement la sécurité comme cause, mais les ressources vitales. Alors évidemment, vous avez le « autant que faire se peut », qui est
très souvent utilisé par certains pour dire « Ah, mais ça y est, maintenant, nous, on ne peut plus ». Écoutez, si vous avez bien regardé les chiffres de tout à l'heure, je me demande bien, si j'étais libanais, à la rigueur, je comprendrais, effectivement, qu'on dit « Non, là, on ne peut plus ». Mais vous avez eu les chiffres. Dans le cas de la France, je trouve que c'est assez hypocrite de dire qu'on a dépassé les limites du autant que faire se peut quand on est 67 millions d'habitants et qu'on a un solde migratoire de 67 000, 1 pour 1000. Bon, allez, je passe ça. Alors ensuite, le cas général, quand ce n'est pas une question de vie ou de mort, quand ce n'est pas une question de ressources vitales ou de sécurité, le principe de l'Église, c'est, donc pour les migrants ordinaires, qui font quand même les 4/5e des cas, hein, il ne faut pas oublier que les réfugiés et demandeurs d'asile, ce n'est qu'une petite partie des migrants. La plus sensible politiquement et la plus dramatique et celle qui nous touche le plus au point de vue éthique, bien sûr, puisqu'il est question justement d'une question de vie ou de mort. Mais quantitativement, c'est les migrants au sens le plus général du terme. Eh bien, là-dessus, la règle générale, c'est la liberté de migrer et l'exception, c'est le bien commun de l'État. On va voir ça de plus près. Donc, Jean 23, tout homme a le droit, moyennant des motifs valables, de se rendre à l'étranger et de s'y fixer. Hein, il ne s'agit pas du tourisme, et de s'y fixer. Jamais l'appartenance à telle ou telle communauté politique ne saurait empêcher qui que ce soit d'être membre de la famille, citoyen de la communauté universelle, où tous les hommes sont rassemblés par des liens communs. Paul VI précisera ça quelques années plus tard. Les autorités publiques nieraient injustement un droit de la personne humaine si elle s'opposait à l'émigration ou à l'immigration. Alors ça, c'est la règle générale. Et voilà les exceptions que l'Église accepte. Il faut que ce soit exigé, si on se met à contrôler, disons, à brider cette liberté, il faut que ce soit pour des motifs graves, objectivement fondés, relevant du bien commun. Motif grave, donc pas simplement une lubie comme ça, objectivement fondé. Il y a une analyse d'un dossier, des chiffres, vraiment, oui, on ne peut plus. Et relevant du bien commun. Du bien commun, c'est une notion tout à fait importante dans l'enseignement de l'Église, enfin dans la doctrine sociale de l'Église, là encore depuis longtemps. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'intérêt catégoriel, il ne s'agit pas de faire plaisir à telle partie de l'électorat ou à telle partie du monde économique et social, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le pays. Et alors, effectivement, il peut y avoir des raisons concernant l'identité, concernant les réflexes racistes ou de discrimination, etc., qui font que, par prudence, le mot prudence a été utilisé une fois par le pape François, on estime que telle ou telle régulation est légitime. Mais il faut que ce soit l'exception. Or, le problème, c'est ça, c'est les autorités ecclésiales et d'une manière générale les ONG, merci, ont l'impression qu'on a inversé la règle et l'exception. C'est l'exception qui est devenue la règle. C'est la régulation. Et on autorise, sauf si, merci beaucoup, sauf si on a, sauf pour les gens qui ont des moyens ou de très haute qualification qui peuvent circuler sans problème, on s'appuie sur les arguments de bien commun ou de motifs particuliers pour faire de ce qui devait être une exception, d'en faire la règle générale. Alors, le problème se redouble d'un point de vue de l'éthique chrétienne, ou de l'éthique catholique en tout cas, c'est que la notion même de bien commun, depuis une cinquantaine d'années, n'apparaît presque plus dans l'enseignement d'Église sans l'adjonction de l'adjectif universel. C'est-à-dire que ce qu'il importe de viser, c'est le bien commun de la famille humaine tout entière. Alors là, vous avez ce beau texte de Benoît XVI dans Caritas in Veritate, 2009. Le bien commun et l'engagement en sa faveur doivent assumer les dimensions de la famille humaine tout entière, c'est-à-dire la communauté des peuples et des nations, au point de donner forme d'unité et de paix à la cité des hommes et d'en faire en quelque sorte la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu. Voilà, on sent le pape théologien là, avec l'allusion à Saint-Augustin, la cité de Dieu. Alors, donc, alors
fais une incise que je n'avais pas mise dans le PowerPoint, à cause de l'accord de Marrakech tout récent, du mois de décembre dernier. Ça explique la position du Vatican extrêmement favorable à l'accord de Marrakech, parce que c'est justement une première pierre, malheureusement bien timide, vers ce que pourrait être une régulation des migrations à l'échelle mondiale. Le pape, dans son message l'année dernière, d'ailleurs, avait appelé de ses voeux que les catholiques du monde entier soutiennent ces accords qui étaient en préparation à l'époque à l'ONU, l'un sur les réfugiés, l'autre sur les migrants en général, et donc un cardinal du Vatican a quitté une réunion très importante interne au Vatican pour aller à Marrakech apporter le soutien explicite, et d'ailleurs dans la négociation qui a précédé l'accord de Marrakech, la diplomatie vaticane a été extrêmement présente. Alors vous savez qu'il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé dans les milieux d'extrême droite sur l'accord de Marrakech. Il a même fait tomber le gouvernement belge. Cet accord n'a rien de contraignant. Moi, personnellement, c'est ce que je lui reprochais, justement. Mais il n'a rien de contraignant. Il n'est qu'une fixation d'objectifs. Mais les souverainetés nationales n'ont été en rien amputées par l'accord de Marrakech. Et chaque État va continuer à faire ce qu'il veut en matière de politique migratoire. Alors que la position de l'Église, ce serait de dire, puisqu'il s'agit d'un problème mondial, il faudrait mettre autour de la table tout le monde, les États qui envoient des migrants, les États qui en reçoivent, les États de transit, les organisations de migrants, les organisations éventuellement d'employeurs, et puis qu'on arrive à quelques règles générales qui seraient applicables. L'Église n'est pas pour une absence totale de régulation. Elle sait bien qu'il y a des frontières, qu'il peut y avoir des problèmes de frottement, mais elle estime que, vu la nature du problème, ce n'est pas pays par pays qu'il faut régler cette question, un peu comme la question climatique, l'effet de serre, on ne règle pas pays par pays, il faut une grande négociation mondiale. L'accord de Marrakech n'est malheureusement qu'un tout petit pas dans cette direction. Est-ce que j'ai le temps encore? Non, là ça fait beaucoup. Ça va Bon, la position de l'Église sur les sans-papiers. Alors là, je vais vous lire un texte qui vient d'un pape. Je ne suis pas sûr que vous devinez lequel il s'agit. L'Église est le lieu où les immigrés en situation illégale, eux aussi, sont reconnus et accueillis comme des frères. Les différents diocèses ont le devoir de se mobiliser pour que ces personnes contraintes à vivre en dehors de la protection de la société civile trouvent un sentiment de fraternité dans la communauté chrétienne. Voilà, vous avez la réponse tout à fait en bas, Jean-Paul II. Pour le chrétien, le migrant n'est pas simplement un individu à respecter selon les normes fixées par la loi, mais une personne dont la présence l'interpelle et dont les besoins deviennent un engagement dont il est responsable. Qu'as-tu fait de ton frère? La réponse ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité. 1996. On a fait beaucoup de commentaires sur des textes du pape Jean-Paul II. Je n'ai pas vu celui-là beaucoup commenté, c'est un peu dommage. Je pense qu'il trouverait une actualité assez importante de certains procès qui ont eu lieu dans la région, m'a-t-on dit, et par ici. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai très peu cité le pape François, parce que le temps passe et il arrive à la fin, mais je l'aime beaucoup, je suppose vous aussi, mais je crois que c'est très important de faire sortir de la tête des chrétiens l'idée que sur l'immigration, le pape François a fait une rupture. Il a peut-être fait une rupture dans les formulations, dans les gestes qu'il a su trouver, etc. Mais il est en totale continuité avec ses prédécesseurs. Et là, c'est très important parce que je pense qu'un certain nombre de catholiques dans nos paroisses, il vaut mieux leur citer Jean-Paul II que le pape François. Eh bien, allez-y, il y a ce qu'il faut, c'est Jean-Paul II. Voilà. Et Jean-Paul II était très conscient du problème à l'intérieur même de l'Église. Regardez ce qu'il écrit en 96. Lorsque la compréhension du problème est conditionnée par les préjugés et des attitudes xénophobes, l'Église ne doit pas manquer de faire entendre la voix de la fraternité en l'accompagnant de gestes qui attestent du primat de la charité. Voilà. Et le pape François, par lequel je terminerai, il faut un changement d'attitude envers les migrants, le passage d'une attitude de défense et de peur, de désintérêt ou de marginalisation, qui correspond à la culture du rejet,
a une attitude qui est comme base la culture de la rencontre, seul capable de construire un monde plus juste et fraternel, un monde meilleur. Voilà. Je termine par cette culture de la rencontre et j'attire votre attention sur le fait que le pape est conscient qu'il y a ces attitudes de défense et de peur. Je crois que c'est très important quand on éprouve soi-même de la peur ou quand on discute avec des personnes qui ont peur. Ça ne sert à rien de dire vous avez tort d'avoir peur ou bien c'est pas bien d'avoir peur. La seule manière de faire tomber la peur, c'est la rencontre. Et je pense que si l'Église a dans son bagage intellectuel, spirituel, culturel, de quoi faire de merveilleux discours et de merveilleuses homélies sur la question, l'expérience montre que ce n'est pas ça qui va changer l'attitude des gens qui ont peur. Ce qui va changer, c'est la rencontre. C'est quand on s'aperçoit qu'on a rencontré telle ou telle famille de Syriens, d'Érythrée, du Sri Lanka, et que ben voilà, c'est un homme, une femme, des enfants qui sont intéressants, qui ont des choses à partager, qui ont envie de s'intégrer. Contrairement à ce qu'on raconte, la volonté d'intégration, il n'y a qu'à voir les listes d'attente pour les cours de français. Et on n'arrive pas à trouver assez de gens pour les leur donner. Enfin bon. Et donc quand on s'aperçoit, voilà, la rencontre, le nombre de villages où vous avez vu des reportages sur ces villages ou ces petites villes où sont arrivés des gens, notamment après l'évacuation de Calais, et qui ont été accueillis au début avec crainte et des manifs, etc. Et puis 3 mois après, grâce à eux, on a pu garder l'école, grâce à eux, l'équipe de foot a pu tenir un meilleur classement, enfin, le village de Riace en Italie, enfin, il y a des tas d'exemples où, une fois qu'on rencontre, les idéologies et les peurs tombent, et je pense que tout autant que rappeler le cœur du message évangélique, l'Église peut, a les moyens et la culture pour organiser, favoriser la rencontre entre des personnes venant de régions les plus proches ou les plus lointaines, quelles que soient encore une fois les raisons qui les ont fait arriver jusqu'à nous. Je vous remercie.